Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, nous allons faire du lèche-vitrine interstellaire. Et je crois que j'ai jamais aussi bien résumé un épisode. Depuis les découvertes de Hubble dans les années 1920 quant à la vraie nature de l'univers, le nombre incommensurable de variables qui se trouvent dans le cosmos ont permis aux astronomes du monde entier d'imaginer un petit peu tout et n'importe quoi. En fait, surtout n'importe quoi, mais avec l'accumulation des connaissances scientifiques, ces choses n'importe quoi sont devenues concevables. Depuis les lois de la gravitation de Newton, on sait que la gravité se comporte à plusieurs échelles. J'ai expliqué dans le dernier épisode que les galaxies se comportaient comme des étoiles ou des planètes. Elles tournent sur elles-mêmes, elles se déplacent, etc. Quand on observe le Soleil et qu'ensuite on observe les étoiles dans notre galaxie, on se demande si les autres étoiles sont les mêmes que la nôtre. La réponse est évidemment non, mais ça, il a fallu longtemps pour le comprendre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, notre étoile semble à la fois banale et unique au sein de la Voie lactée. En effet, elle fait partie de la catégorie des naines jaunes. Alors qu'elle n'est pas jaune. Ouais. Ça paraît con, mais le Soleil n'est pas jaune. Le Soleil est blanc. Il émet de la lumière blanche. Il nous paraît cependant jaune avec l'atmosphère et rougeâtre lors d'un coucher de soleil. Cependant, il émet de la lumière blanche. Si notre étoile émettait de la lumière jaune, en tout cas dans le spectre visible de notre œil, on verrait les infrarouges. Et les violets seraient une couleur non visible. Pour en savoir plus, je vous recommande chaudement la vidéo de Lanterne Cosmique qui explique très bien ce sujet, le lien est dans la description, voilà, c'est cadeau. Notre étoile est donc une naine jaune, et les naines jaunes sont des étoiles similaires à la nôtre, avec une masse équivalente et une composition chimique similaire. Leur cœur transforme de l'hydrogène en hélium par le processus de fusion thermonucléaire, et dégage donc une certaine luminosité, une magnitude apparente bien précise. Mais quand on regarde l'univers d'un œil plus averti, on se rend compte que les naines jaunes, il y en a peu. Environ 10% dans notre galaxie, ce qui n'est donc pas beaucoup. La majorité des étoiles sont des naines rouges, qui là portent assez bien leur nom, des étoiles plus petites, plus faciles à se former dans les nébuleuses, et qui surtout sont plus stables et consomment leur carburant lentement. Voici donc la première révolution, au moment où on s'est rendu compte que non seulement notre étoile n'était pas la seule dans son genre, mais qu'en plus il existait d'autres types d'étoiles. La seconde révolution, ce sont les systèmes stellaires tels qu'on les entend. Par exemple, il y a quelques décennies, il était difficile de concevoir un système stellaire comme le nôtre, avec des planètes tournant autour des étoiles, parce qu'on n'en a jamais découvert, comme la Terre ou Jupiter. Il y a encore quelques siècles, même quand le modèle héliocentrique s'est imposé, on pensait qu'on était les seuls dans notre cas. Jusqu'à ce qu'on détecte la toute première exoplanète en 1995. Depuis, des systèmes stellaires comme le nôtre, il y en a partout dans la galaxie. Ou pas. En 1977, le monde a découvert Star Wars. Et dans Star Wars, Luke se trouve au départ sur la planète Tatooine, qui a la particularité d'avoir 2 soleils. Ça paraît con, et surtout nouveau pour le spectateur, en revanche, ça n'a pas étonné les astronomes. Parce que les systèmes stellaires binaires, c'est-à-dire 2 étoiles qui se tournent autour, ça n'est pas nouveau, ça existe. Ça fait même très longtemps qu'on les observe, et plus on découvre des étoiles, plus on découvre des systèmes binaires. Même les 2 étoiles les plus proches du Soleil, Alpha du Centaure A et B, représentent un système binaire, 2 étoiles qui se tournent autour. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait une 3e étoile tourne autour des 2 étoiles qui se tournent déjà autour. Cette étoile qui s'incruste dans l'équation, vous la connaissez, c'est Proxima du Centaure. Vous en avez déjà certainement entendu parler, et bien il se trouve que Proxima du Centaure tourne autour des 2 autres étoiles qui se tournent autour. C'est donc un système triple. Et quand on s'est rendu compte de cela, ça a mené à tellement de perspectives que même les plus gros fantasmes de la science-fiction dans les années 1920 ou 1930 sont devenus plausibles. Plausibles puisqu'elles sont en accord avec les lois de la gravitation. Par exemple, le système saturnien comporte des dizaines et des dizaines de satellites. Donc quand on voit le système saturnien, on se dit qu'une étoile qui tourne autour de 2 autres étoiles qui se tournent autour, c'est tout à fait concevable. Prenez par exemple HD 188 753. Il s'agit d'un système triple se situant à environ 150 années-lumière de la Terre.
dans la constellation du Cygne. 150 années-lumière, c'est loin. Très loin. Mais à l'échelle de la galaxie, c'est la maison d'à côté. Avant de découvrir qu'il s'agissait d'un système triple, on a d'abord observé 2 étoiles, qui se tournent autour en à peine 156 jours, ce qui est assez rapide. En revanche, ces 2 étoiles décrivent une longue orbite autour d'une 3e étoile, beaucoup plus massive, en un peu plus de 26 ans. C'est ce qu'on appelle un système hiérarchique. Nous avons donc dans ce système HD 188-753 2 étoiles qui se tournent autour et qui décrivent une longue orbite autour d'une étoile. Donc un système triple, de la même manière que la Lune qui tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil. Si ça c'est pas badass, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ça fait longtemps que j'ai pas prononcé cette phrase, dis donc. D'ailleurs, savez-vous que c'est dans le système HD 188-753, quel nom poétique quand on y pense, que l'on a découvert la toute première exoplanète se situant dans un système triple. Si ça c'est pas badass, ouais, ok, j'arrête. Bon, là vous vous dites, c'est très bien, mais il y a un moment où il faut pas pousser. On va quand même pas faire quelque chose de plus what the fuck que le système HD 188-753, non ? Mizar est une étoile observée depuis l'Antiquité. Elle se trouve à 78 années-lumière de la Terre. Juste à côté d'elle, dans la voûte céleste, se trouve Alcor, une autre étoile à peu près similaire. Et quand je dis qu'elle semble très proche, c'est vraiment le cas, hein. 1/5 de degré. Très précis. Les 2 étoiles ont d'ailleurs la particularité d'être des géantes bleues, et on les a appelées le cheval et le cavalier. Quand on les observe dans le ciel, l'œil humain est à peine capable de distinguer les 2 étoiles. Parfois, il semble n'y avoir qu'une seule étoile. Vous vous dites certainement que si c'est le cas, c'est à cause de la perspective interstellaire, que les 2 étoiles paraissent proches selon notre point de vue, alors qu'en fait, si ça se trouve, elles sont éloignées de plusieurs années-lumière. Sauf que non. En fait, non. En 1650, l'astronome italien Giovanni Battista Riccioli, pouce bleu pour mon accent italien, découvre qu'au final, Mizar et Alcor orbitent l'une autour de l'autre. Bon, à la limite, jusque-là tout va bien, un système binaire au final, comme on l'a vu, c'est assez courant. Sauf que d'une, pas à l'époque, un système binaire c'était carrément inconcevable, et de 2, c'est en fait beaucoup plus compliqué qu'un système binaire. Il se trouve que quelques années auparavant, un astronome pas du tout connu du nom de Galilée avait déjà observé Mizar et Alcor et avait suggéré que Mizar était un système binaire, mais indépendant d'Alcor. Ouais, je sais, c'est compliqué. Vu que les Arabes avant notre ère n'étaient pas capables de déterminer si Alcor et Mizar étaient liés ou non, c'est Galilée qui s'en est chargé avec sa lunette astronomique. Sauf que malheureusement, il n'a jamais publié ses travaux, parce qu'il n'était pas sûr de la véracité de ses découvertes. Riccioli va donc prendre ces informations, et c'est à tort que l'on doit à Riccioli la découverte du premier système binaire de l'histoire de l'astronomie, alors que c'était Galilée. Et oui, pauvre Galilée. Bon, en même temps, il n'a pas trop eu le temps de rouspéter, parce qu'en 1650, il était déjà mort depuis 8 ans. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'en fait, non. Sinon, c'était pas rigolo. On a découvert, au fur et à mesure des observations, que Mizar n'était pas double, mais quadruple. 4 étoiles qui se tournent autour. On savait aussi que Alcor, l'autre étoile, était finalement dans l'équation, ce qui donnait un système solaire avec 5 étoiles. Jusqu'à qu'on découvre en 2009 qu'en fait Alcor était un système binaire, ce qui fait 6 étoiles dans l'équation. Un système stellaire sextuple. Mizar-Alcor est donc devenu un système triplement binaire. 2 étoiles qui se tournent autour, qui tournent autour de 2 étoiles qui se tournent autour, qui tournent autour de 2 étoiles. Ouais, c'est classe. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo ? Que la gravitation, c'est trop classe. Et que j'en ai marre que dire qu'à chaque fois s'il y a du calcul ou des termes compliqués, c'est forcément pas intéressant. Alors qu'en fait, pas du tout. Dites à un gamin que quelque part dans l'espace, il y a 7 étoiles qui se tournent autour, c'est sûr que ça va plus l'intéresser que de lui présenter des calculs. Et qu'en bidouillant un peu, eh bien on peut vendre du rêve avec des trucs simples. Et comme le disait si bien Chuck Norris, il n'y a rien de plus badass que les lois de l'astrodynamique. Et s'il le dit, c'est qu'il a forcément raison. Cet épisode est à présent terminé en espérant qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo,
Et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt! En fait, non.